Nous allons présenter maintenant les caractéristiques de la puissance à l'échelle internationale aujourd'hui en essayant d'en dresser un tableau suffisamment synthétique. Le désir de puissance des États de nos jours doit se lire à travers un monde qui apparaît de plus en plus multipolaire, avec une hiérarchie de puissance en constante évolution. Cette multipolarité est aussi pour les États une occasion d'affirmer leur volonté de se positionner comme puissance internationale. L'ambition de puissance des États est à mettre en parallèle avec la vigueur toujours actuelle de cette idéologie qui est née au XIXe siècle, qu'est le nationalisme. Le nationalisme consiste à vouloir développer la puissance de la nation et cela peut prendre bien des aspects et pas simplement la guerre et l'expansion territoriale comme c'est le cas avec la crise ukrainienne. La question est de savoir si le développement de la mondialisation n'a pas poussé à un niveau d'interdépendance économique les différents États jusqu'à un point qui les amène à devoir limiter finalement leurs ambitions individuelles. Là aussi finalement nous sommes en train de vivre une situation qui va nous donner certaines réponses sur cette question. Nous nous demanderons dès lors comment se manifeste la puissance dans cette planète qui apparaît à la fois multipolaire et mondialisée. Pour commencer, évoquons ce qui peut apparaître comme des caractéristiques universelles pour définir la puissance. La réflexion autour de la notion de puissance a été l'objet d'une littérature abondante, variée, et on peut identifier finalement cette volonté de puissance à une capacité que possèdent les territoires qui en relèvent. La puissance se définirait ainsi par la capacité de faire, de refuser de faire et d'empêcher de faire. La capacité de faire, c'est par exemple la Russie qui envahit l'Ukraine car sa puissance militaire lui permet de le faire. La capacité de refuser de faire, c'est par exemple la Corée du Nord qui poursuit son programme d'armement nucléaire en dépit des sanctions internationales qui la touchent. C'est aussi l'Inde qui continue de subventionner son programme alimentaire malgré les règles édictées à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. La capacité de faire faire, ce sont les États-Unis qui s'imposent lors des accords de Bretton Woods en 1944 et qui font du dollar la monnaie internationale de référence. C'est aussi l'Union européenne qui impose aux importateurs étrangers des normes environnementales et sanitaires pour pénétrer son marché. La capacité d'empêcher de faire, c'est la Russie qui utilise son droit de veto pour contrer une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU déplorant l'agression contre l'Ukraine. C'est aussi l'utilisation de ce même droit de veto en 2019 par la Russie et la Chine face à la résolution demandant de nouvelles élections au Venezuela, opposition en vertu du principe de non-ingérence dans la politique intérieure d'un État que soutiennent Chine et Russie. Capacité d'empêcher de faire, c'est encore les États-Unis qui imposent des sanctions économiques pour isoler l'Iran, alors qu'ils se sont retirés des accords de Vienne qui visaient à limiter les capacités de l'Iran à se doter de l'arme nucléaire. On le voit cependant, cette capacité d'empêcher de faire n'est pas sans limite, puisque les sanctions américaines contre l'Iran donne lieu à la fois à des exemptions, à des contournements, mais malgré tout aussi à des rétorsions.
Ainsi, certains pays comme l'Inde se sont vus autoriser à importer du pétrole iranien au-delà de la date initialement imposée par les États-Unis. Des pays sont soupçonnés d'importer du pétrole iranien en dépit des sanctions comme la Turquie. Des pays ou organisations internationales bénéficient d'une prolongation du régime des exemptions hors pétrole, comme c'est le cas pour la Russie. Mais des pays sont également sanctionnés pour avoir eu au moins une banque violant l'embargo américain, comme ce fut le cas pour la France. Alors, en définitive, la puissance d'un État se mesure par rapport à son aptitude à combiner ses différentes capacités. La puissance s'exprime également à travers différents fondements, différents potentiels. Et nous allons donc aborder maintenant ces fondements de la puissance. Parmi ces fondements de la puissance, la population et la superficie semblent se combiner pour déterminer un potentiel de puissance. À ce titre, deux États dominent largement la hiérarchie des populations mondiales en dépassant le milliard d'habitants, deux États que sont, comme vous le savez, la Chine et l'Inde. Une population nombreuse peut bien sûr être perçue comme un atout pour développer la puissance d'un État. C'est en effet un réservoir de main-d'œuvre et surtout de consommateurs afin de dynamiser une économie. Alors, ceci étant, la population nombreuse n'est pas qu'un atout, elle peut aussi constituer un handicap à travers une démographie mal maîtrisée qui s'accompagne d'une forte précarité. Et l'Inde comme la Chine ont mis en place des politiques de contrôle de naissance à un moment de leur histoire où il s'avérait que cette démographie n'était pas suffisamment maîtrisée. La superficie du territoire d'un État peut également être perçue comme un potentiel de puissance, et à ce titre, on voit qu'un certain nombre d'États dépassent les 5 millions de kilomètres carrés, pouvant être ainsi considérés comme ce qu'on appelle des États-continents. On retrouve l'Australie, la Chine, le Brésil, les États-Unis, le Canada, et puis bien sûr la Russie, qui est le plus vaste des États du monde. Alors un vaste territoire, c'est un atout dans le sens où plus le territoire est vaste, plus il a de chances de bénéficier de ressources exploitables. C'est le cas pour les différents États que nous avons cités, même si tous ces États ne bénéficient pas nécessairement des mêmes ressources. Alors pour autant, un vaste territoire n'est pas nécessairement seulement un atout, puisque un territoire demande à pouvoir être maîtrisé et être mis en valeur. Et pour cela, il faut disposer d'un réseau d'infrastructures de transport, de communication suffisamment moderne et efficient, ce qui n'est pas toujours facile, notamment dans des espaces et des milieux qui peuvent être jugés comme répulsifs, hostiles pour l'homme. Il apparaît ainsi que si un État comme les États-Unis est parvenu à bien maîtriser son territoire, encore que l'entretien d'un certain nombre d'infrastructures pose problème compte tenu du système américain, eh bien des États comme le Brésil ou la Russie ont plus de difficultés à le faire. Alors au-delà du potentiel de puissance que le territoire et la population d'un État offrent à celui-ci, une réflexion sur ce qui caractérise la puissance a été faite par Joseph Nye, professeur en relations internationales d'Harvard, en 1990 à travers son ouvrage Bound to Lead, pour s'opposer à l'époque à l'idée d'un déclin de la puissance américaine. Joseph Nye, qui participa au gouvernement Clinton entre 1992 et 2000 en tant que secrétaire adjoint à la défense, y définit la puissance internationale comme une capacité à imposer sa volonté et à agir sur le monde en ayant une influence économique, culturelle et diplomatique sur les autres États.
À partir de là, il estime que la puissance internationale peut s'exprimer à travers un hard power, c'est-à-dire la capacité à imposer sa volonté à un autre État par des moyens militaires, mais aussi par des moyens économiques. On le mesure actuellement dans le conflit ukrainien. Le hard power est utilisé par la Russie à travers l'utilisation de ces moyens militaires, mais l'Union européenne ou les États-Unis y répliquent par l'utilisation de moyens économiques. À ce hard power s'ajoute une autre dimension de la puissance internationale qui est le soft power. Alors le soft power, c'est la capacité d'obtenir ce qu'on souhaite ou à s'imposer comme modèle par des moyens qui sont non coercitifs, qui ne visent pas à contraindre les États, mais à les séduire d'une certaine façon. C'est ce qui définit la capacité d'attractivité d'une puissance. Dès lors, le soft power s'exprime par des moyens culturels, idéologiques ou diplomatiques, par une volonté d'imposer une stratégie de communication, ce qui peut passer par des réseaux audiovisuels internationaux, pensons à Russia Today par exemple, ce qui peut passer aussi par l'organisation de grandes compétitions sportives, par des victoires, par l'obtention de prix, etc. Alors à cette analyse initiale, Joseph Nye va ajouter en 2007 l'idée d'un smart power qui caractériserait la puissance américaine et en ferait une puissance supérieure. Alors qu'est-ce que c'est que cette puissance intelligente, ce smart power? Eh bien, c'est tout simplement la capacité à combiner à la fois le soft power et le hard power. Et c'est ce smart power qui permettrait finalement de résoudre les conflits tout en étendant également son influence. Alors dès lors, les différents fondements de la puissance relèvent à la fois de la puissance militaire, de la puissance diplomatique, de la puissance économique, de la puissance culturelle, et c'est finalement la combinaison de ces différents fondements de la puissance qui peuvent établir une hiérarchie entre les puissances mondiales. Alors quelle est cette hiérarchie des puissances dans ce monde devenu multipolaire? C'est ce que nous allons essayer de déterminer maintenant. Alors établir une hiérarchie des puissances, une typologie des puissances, relève bien sûr d'un choix subjectif, un choix qui en outre peut évoluer d'année en année, mais nous allons quand même proposer ici une typologie, une hiérarchie des puissances qui a été élaborée par la revue Conflit en 2018 à travers la création d'un indice de puissance. Au premier rang de cette hiérarchie, on ne s'étonnera pas de trouver toujours les États-Unis qui dominent ce classement, possédant, sans que ce soit difficilement discutable, la puissance qui est toujours la plus complète de nos jours. Alors néanmoins, la puissance qui arrive au deuxième rang, la Chine, paraît de plus en plus en mesure de concurrencer les États-Unis, ce qui est d'ailleurs sa volonté, et possède probablement une dynamique qui lui est favorable, soit autant au plan de son développement économique ou militaire. Alors la Chine remet-elle en question l'hégémonie américaine? C'est possible à terme, ce n'est probablement pas encore le cas. C'est possible notamment parce que son potentiel le lui permet. Vous voyez ici la différence de population entre les deux États. 1 milliard de plus pour la population chinoise, une superficie relativement équivalente, une économie qui reste quand même en faveur des États-Unis, dans le sens où les États-Unis sont un pays plus riche, où le niveau de vie est bien supérieur à celui de la Chine, mais par contre, sur le plan du commerce international, eh bien là, l'avantage est très clairement du côté de la Chine.
Alors au-delà de sa dynamique économique, la Chine cherche aussi à rivaliser sur le plan militaire aux États-Unis. Son budget militaire est en constante augmentation et elle est actuellement au deuxième rang mondial des pays dépensant le plus, mais assez loin finalement des États-Unis qui possèdent toujours dans ce domaine une avance non négligeable, notamment à travers sa capacité de projection que sa flotte lui donne, flotte présente sur l'ensemble des océans du monde, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Sur le plan du développement scientifique, enfin, on voit que les États-Unis restent dominants, mais que là aussi la Chine apparaît de plus en plus comme un rival sérieux, alors ce qui est ici caractérisé par le dépôt de brevets de propriété intellectuelle. Dans cette typologie, la revue Conflit a choisi d'édifier une troisième catégorie avec les États-continents dont la puissance réside dans le territoire et dans ses ressources. Et dans cette catégorie, on retrouve la Russie qui apparaît ici au troisième rang mondial. Dans une catégorie où on retrouve des États comme le Canada ou l'Australie, mais un peu plus loin au 7e et 9e rang. Donc bien évidemment, la Russie ne possède pas seulement des atouts sur le plan territorial, elle a su développer une forte capacité militaire et cherche aussi à développer son soft power, mais avec plus ou moins de succès. Dans cette hiérarchie des puissances, on retrouve ensuite au 4e, 5e, 6e rang des vieilles puissances européennes, en l'occurrence la France, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, qui conservent ici une capacité de puissance qui s'exprime à différents niveaux. Alors on notera que cette typologie a souhaité distinguer ici des anciennes puissances européennes, les puissances douces qui reposent sur la cohésion interne, l'économie développée et une influence discrète, à l'image de la Suède qui est classée ici au 14e rang mondial, Suède qui possède par exemple à travers l'attribution des prix Nobel, eh bien, une forme de puissance internationale. La revue Conflit a ensuite créé une catégorie des grands pays émergents qui intègre l'Inde, l'Indonésie, le Brésil, l'Argentine ou encore le Mexique, avec un rang mondial finalement assez faible pour ces États, ce qui peut quand même être contesté. Est-ce que l'Inde est au 11e rang des puissances, le Brésil au 20e rang? Bon, cela peut être discutable. Une autre catégorie édifiée est celle des anciennes puissances du Moyen-Orient, dans laquelle on trouve l'Iran, la Turquie, le Pakistan. Bon, une catégorie qui ne s'impose pas nécessairement d'elle-même. Hein. Le passé de la Turquie, si on l'intègre à l'Empire ottoman, n'est pas le même, par exemple, que le Pakistan, qui n'a jamais véritablement été une puissance internationale, alors mais qui l'est désormais, probablement, du fait notamment que c'est un État qui détient l'arme nucléaire. Enfin, cette typologie a décidé de créer une typologie pour les puissances africaines qui fait apparaître leur relative faiblesse, des puissances qui se distinguent de l'Égypte intégrée à la catégorie du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Sud intégrée à celle des puissances émergentes. Alors dans cette catégorie des puissances africaines, on retrouve l'Éthiopie, le Nigeria, l'Algérie ou le Maroc, qui se classent entre le 33e et le 37e rang mondial et qui sont intégrés ici pour des raisons diverses, pour des ressources, une population ou une superficie étendue. Donc on l'aura compris, il n'y a pas une hiérarchie qui s'impose d'elle-même. Et si l'on considère différents critères, finalement, les hiérarchies semblent pouvoir être très différentes.
regardons ici sur le plan économique, selon qu'on considère le PIB, le nombre de firmes transnationales parmi les 500 premières mondiales, ou le stock des capitaux investis à l'étranger, on n'a pas la même hiérarchie. Un pays comme l'Inde, par exemple, se classe 6e en 2018 en termes de PIB, mais 14e simplement pour ses firmes transnationales et 30e pour le stock des capitaux investis à l'étranger. Alors davantage de constance au premier rang, puisque que ce soit pour les États-Unis ou la Chine, on les retrouve invariablement au premier et deuxième rang. On retrouve de pareilles considérations si l'on considère la puissance militaire. Ainsi, si les États-Unis sont incontestablement devant en termes de budget, ils sont en réalité dépassés par la Russie, la Chine pour leurs chars de combat, pour leurs effectifs. Ils sont également dépassés en termes de sous-marins, mais sont largement devant, par exemple, pour ce qui est des porte-avions ou porte-aéronefs, ce qui leur donne une capacité de projection, encore une fois, sans égale. Alors, plus subjectif encore est probablement le classement des États en termes de soft power, et on voit ici un classement qui s'y est essayé et qui apparaît très variable d'une année à l'autre. Bon, pourtant on peut estimer probablement qu'en la matière, les États-Unis continuent d'avoir sur la planète a une influence supérieure aux autres puissances, même si dans un espace mondialisé, l'interpénétration des cultures est plus forte qu'auparavant. Alors, on a évoqué l'interpénétration des cultures, il faut évoquer aussi l'interdépendance des économies, puisque la mondialisation a considérablement renforcé les liens économiques entre les différents États. Ainsi, la puissance des États repose aussi sur sa capacité à entretenir de bonnes relations et des bonnes relations durables avec ses partenaires et néanmoins rivaux. Alors cela a pu pousser à un essor du multilatéralisme à travers l'existence d'associations internationales du type OMC, G20, G7, Union européenne, à moins que l'on ne doive voir dans ce type d'association une logique de club, puisque un certain nombre de groupements d'États sont le fait d'une volonté commune et non d'une volonté objective de la communauté internationale de créer des organisations représentatives. Et d'ailleurs, face aux institutions nées après la Seconde Guerre mondiale, dans le sillage de l'ONU, on voit de plus en plus se mettre en place des initiatives concurrentes. Ainsi, les BRICS, leur New Development Bank, concurrence-t-il le FMI et la Banque mondiale créée par la conférence de Bretton Woods que nous avons précédemment évoquée. Alors enfin, pour finir, il nous faut évoquer le fait que les États ne sont finalement peut-être plus les seuls acteurs bénéficiant d'une stratégie, d'une volonté de puissance dans le monde actuel, et que d'une certaine façon, bien des firmes transnationales peuvent être considérées elles-mêmes comme des puissances, dans le sens où elles représentent bien souvent un poids économique comparable à des États, et notamment à des États développés, comme vous voyez avec Walmart, dont le chiffre d'affaires dépasse celui de la Belgique. Alors à ce titre, on va également mettre en avant la puissance des GAFAM, Google, Microsoft, Amazon, Facebook et Apple, qui eux 5 représentent finalement un poids économique supérieur au PIB de la France, par exemple, et qui serait la 4e, voire la 3e puissance économique du monde, selon les classements.
Donc des firmes qui pèsent dans l'économie mondiale et qui par conséquent sont en capacité de faire valoir leurs intérêts, leurs ambitions. Bon, toutefois, il ne faut pas non plus en exagérer l'ampleur. Ces firmes, bien qu'elles aient des stratégies de développement international, restent largement liées encore aux États auxquels elles appartiennent, et notamment parce que ces États sont en capacité de les aider dans leurs intérêts économiques. Alors, pour conclure, on voit que la puissance, aujourd'hui, s'exprime à travers différentes caractéristiques universelles, une capacité de faire, capacité de refuser de faire faire ou d'empêcher de faire, que ces fondements sont très divers, que ce soit la population, le territoire, le hard ou le soft power, que ce soit aussi de nouvelles formes indirectes de puissance. On a parlé des GAFAM, on aurait pu parler des BATX chinois, de la mise en place des nouvelles routes de la soie pour la Chine, que ces manifestations contrastées, enfin, varient dans l'histoire, que les puissances connaissent des phases de déclin, ce fut le cas avec l'Empire ottoman, avec l'URSS, que l'on a des puissances qui sont des puissances établies, durables dans le temps, on peut penser aux États-Unis, et qu'il y a aussi des puissances ascendantes ou qui se réaffirment, comme c'est le cas de la Chine ou bien sûr de la Russie.